Y a-t-il eu plus belle génération en France en termes de foot que cette génération? Moi, perso, je ne le pense pas. Et pourtant, quand vous voyez un gars comme moi, là, je n'ai pas grandi en regardant cette génération, hein. Pas du tout. Moi, la génération de France dans laquelle j'ai grandi, c'est l'équipe de 98. Oui, oui, oui. Je suis, comme je le répète, je suis un grand faible admirateur je sais même pas admirateur, mais quelqu'un qui a supporté la France. Comme si vous avez vu ma chaîne et autres et tout, vous savez que moi, je suis un supporter de l'équipe de France. Je sais qu'en Afrique, souvent, c'est très rare quand tu dis ça. Parce qu'il y a toujours ce rapport que pourquoi tu supportes l'équipe de France et autres et tout. Pourquoi je supporte l'équipe de France? Ouais, parce que grâce à l'équipe de France, quand j'étais petit, j'ai eu ma 64. Et depuis là, c'est devenu un peu ma Nintendo 64. Je sais pas si je vous avais déjà raconté cette histoire-là. Je l'ai raconté il y a 1 an et demi, 2 ans même. Comment je suis rentré un peu, ma passion du foot elle est venue et tout. Et comment l'Euro 96, parce que j'avais fait un pari avec mon père que l'équipe de France va aller au moins aller en demi-finale. Je ne connaissais rien au foot à l'époque. Je supportais tout. Et globalement, mon père et mon oncle qui étaient des grands fans de foot, parce que ma culture foot vient de ces deux personnes-là. Et ils étaient tellement en train de se moquer de l'équipe de France et autres et tout. Et déjà à l'époque, moi j'avais le truc que quand tu te moques de quelqu'un, je vais prendre position. Je sais pas, déjà petit, j'avais ce truc-là. J'ai dit, je me rappelle une boutade, j'avais dit à mon père, comme ça, hein, non, mais je pense que la France va venir en demi-finale. Mon père me dit, mais pourquoi tu dis ça? Non, je pense qu'ils vont aller en demi-finale. Je connais pas le foot, je n'ai jamais rien vu le foot. Je vois seulement des grandes personnes causer. J'avais 8 ans. Je balance une connerie comme ça, là, et tout. Puis mon père me dit, on fait un pari. Si ils vont demi-finale, je t'achète la 64. S'ils ne vont pas en demi-finale, tu feras le ménage dans la maison. Voilà, alors, qui veut avoir ma 64? Tous les matchs, j'ai commencé à m'intéresser au foot comme ça. La première compétition que je regarde avec sérieux, c'était l'Euro 96. C'est pour ça que le parcours de l'équipe de France, là, je le connais par cœur. Et le premier joueur que j'ai kiffé, qui reste toujours plus ou moins mon joueur préféré, de par sa personnalité, de par l'histoire un peu qui raconte, que je raisonne beaucoup plus un peu par rapport au truc. Mon joueur préféré, c'était Dugarry, hein. C'était pas Zidane, hein. Moi, j'ai dit toujours ça. Au début, moi, j'ai toujours aimé Dugarry. Mais je dis, je vois Dugarry, je vois Zidane, je vais vers Dugarry. Parce que Dugarry me parle plus humainement que Zidane. Il est beaucoup plus franc. Beaucoup plus vrai. Je dis pas que Zidane est faux. Zidane n'est pas faux, c'est pas ça. Mais l'image Zidane qu'on a un peu truc à cette époque-là, qui était un peu Dieu et autres et tout là, je raisonnais pas trop avec ça. Et j'aimais bien le gars qui, malgré qu'on l'insulte, malgré qu'on le critique, malgré qu'on le truc revient et autres et tout, Dugarry était mon héros de foot. Mon premier héros de foot. Avant que je connaisse tout l'histoire du foot, c'était Dugarry d'abord. Et l'Euro 96, je connais tous les matchs, hein. Le premier match contre le but de Dugarry contre la Roumanie, après le but de la Roumanie, après le deuxième match, je crois que le deuxième but, c'est le deuxième match contre l'Espagne, 1-1. Après, il y a le 2-0 contre la Bulgarie, le quart de finale contre la Hollande avait la main avec Deschamps qui fait la main à Benalama, que Zidane va tirer sur le côté droit, parce que ils avaient joué en finale de Ligue des Champions cette année-là. Le pénalty raté de Pedro, c'est en demi-finale contre la République tchèque. Enfin, ça aurait même pu gagner 7 euros là. Bref, voilà, hein, moi, c'est comme ça que j'ai dit qu'il y avait mon père qui avait une très grande connaissance du football brésilien, mais au global même, mais surtout sur le football brésilien. Donc, il avait une grande connaissance du football allemand. Moi, je me suis dit, ok, moi, je vais commencer à m'intéresser au football français. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec les 11, les France Foot, à étudier un peu quel était le football là pour pouvoir avoir un foot que je connais. Et c'est là où, plus le temps passant, plus les années passèrent, plus les trucs passèrent, plus les informations je collectais, plus étudier l'histoire du foot de ce pays en profondeur, qu'on ne peut rien me dire sur le football français, je le comprends par cœur. Oui, je suis un Camerounais, mais je comprends tellement bien le foot de votre pays parce que à la base, j'en suis fan et tout. Donc, si je suis fan, je sais pourquoi je critique souvent certaines choses. Parce que les gens croient que je suis un négro qui critique pour faire seulement mon négro africain qui critique le français. Non. J'ai étudié le football de ce pays. Et tu verras très peu de joueurs, de gars de mon âge, pas faire un sujet, déjà faire les sujets de foot que je fais là, mais un gars de mon âge qui fait des sujets sur cette équipe de France dont je veux parler. Et tu ne verras pas.
Beaucoup. C'est très peu. Très peu. À part peut-être si tu es un gars d'une certaine génération, mais de mon âge, là, mi-trentaine, qui parle de cette génération et qui vient du Cameroun et autres, et qui décrit un peu quelle est la génération que je vais décrire là, il n'y en aura pas beaucoup. Je le sais, je le vis tout le temps ici. Quand je parle, tu dis, mais pourquoi tu parles de ces gars-là et autres et tout? Parce que je me suis renseigné sur ces mecs. Donc, quand je dis la France n'est pas un pays de foot et n'est pas un pays de sport, je le dis pas par bon cœur, je le dis parce que c'est un constat véridique. C'est un constat véridique, clair, total, et que jusqu'à aujourd'hui, la France n'est pas un pays de foot, elle n'est pas un pays de sport. Ce n'est pas à cause du manque de victoires qu'elle a eu en compétition, c'est parce qu'il n'y a pas de culture développée sur le sport. Je le vois avec les Français même qui sont ici. Quand tu les parles de l'histoire de le foot, ils n'y connaissent même pas. Ils s'en fichent. Ils regardent ça seulement les jours de compétition pour venir dire on a battu et autres et tout. Un peu qui est une mentalité qui ressemble aussi un peu au Sénégal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui viennent au Sénégal, beaucoup plus qu'au Cameroun. Bon, bref, ça me permet de comprendre beaucoup de choses et autres et tout, mais laissez-moi vous dire que non, les boys là, culture foot, c'est zéro. Culture foot, c'est complètement zéro. Bref, voilà, moi j'ai grandi avec la génération 98, avec le temps, le truc, aussi des explications de mon père et autres et tout. Une fois, je me rappelle une conversation avec mon père et tout, et il disait, il y a une époque, la France avait le meilleur milieu de terrain au monde. Dans les années 80, j'ai dit, ah bon? Beaucoup plus que le Brésil, beaucoup plus. Il disait, oui, la France, dans les années 80, avait un meilleur milieu de terrain au monde. C'est comme ça qu'il m'a introduit un peu ces gars-là qu'on voit là. Pour moi, j'ai découvert un peu ces gars-là à travers les vidéos, le truc, j'ai été choqué. Je ne pensais pas qu'une équipe de France jouait comme ça. J'ai été choqué. Je crois que le premier match de cette équipe-là que je vois en cassette vidéo, c'était le match France-Brésil. Et j'étais choqué quand je voyais ça. Je ne savais pas que la France jouait comme ça. Je ne savais pas que les joueurs étaient techniques comme ça. Je ne savais pas qu'il y avait un milieu de terrain comme ça. Et cette France-là, les années 80 reste pour moi la plus belle. Je ne vais pas faire une biographie, mais je vais parler de mon ressenti que j'ai juste eu avec ces gars. Reste la plus belle. Par l'histoire qu'elles ont racontée, par l'édifice, je pense, mais j'ai toujours été convaincu que la véritable naissance du football français, pas la naissance du football, mais du prestige du football français à l'international, ce n'est pas 58 vraiment, c'est cette génération-là. C'est littéralement cette génération-là qui, quand on comprend un peu la genèse, un peu de comment elle a été mise en place, a été fortement influencée un peu par le football hollandais. Parce que celui qui a apporté un peu la révolution dans tout le football français, je l'avais même dit dans un de mes premiers sujets sport que j'avais fait ici, qu'en France, si on était un vrai pays de sport, s'il y avait un vrai pays culture sportive, ce mec-là on devrait mettre des statues à ce gars-là partout. Stéphane Kovacs, ancien entraîneur de l'Ajax qui avait gagné 2 Ligues des Champions, je pense à la Ligue des Champions 72-73 avec l'Ajax et autres et tout, qui était, je pense, à la base l'adjoint de Rinus Mikas, si je me trompe pas, et tout, était venu en équipe de France un peu pour sauver la sélection française un peu qui n'arrivait plus à avoir des performances un peu sur le plan international. Et en venant un peu, il a changé, mais il a mis en place les premiers édifices un peu qui allaient favoriser l'émergence de ce qu'on va avoir dans les années 80. J'ai commencé ma nouvelle année dans une pensée que pour visiter le club qui ont des jeunes entraîneurs, c'est le cas de Lille, c'est le cas de Rennes et c'est le cas de Bordeaux. Et parce que je m'intéresse toujours aux jeunes. Alors je vais voir comment ils travaillent, les conseiller un peu. Ils ont des soucis quelquefois je pose la question avec qui il doit parler sur ces problèmes, si ce n'est pas avec notre entraîneur. Donc c'est tout. Il avait déjà fait un constat même maintenant sur le recul qu'il y a sur la fédération, sur le recul un peu qu'il y a sur certaines infrastructures un peu du football français. Et quand on regarde un peu plus ou moins les profils des joueurs sélectionnés et tout, les premières sélections de certains joueurs qui vont devenir phares un peu dans les années 70, il y a même les profils de joueurs qui sont pris et tout. Je parle un peu des mecs un peu comme les Jean-Marc Guillou, tout ce profil-là, et tout, les profils un peu plus techniques et tout, ça mettait déjà à pied l'édifice un peu de trucs. Et il faut le rappeler toujours, son adjoint c'était Michel Hidalgo.
Michel Hidalgo est celui qui a continué tout le travail incroyable de Stéphane Kovacs. Et c'est ça aussi qui est paradoxal avec cette génération-là. C'est que quand tu vois celui qui va devenir un peu le porte-étendard un peu de cette génération-là, Michel Platini, lui, c'est un fan de Cruyff. Il parlait football, il mangeait football, il buvait football et il était quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il était toujours porté au développement du football chez les jeunes. On sent beaucoup d'émotions de votre part, Michel Platini. Écoutez, quand vous avez 15 ans et que vous voyez Johan Cruyff, l'Ajax d'Amsterdam à la télévision, c'est quelque chose de fabuleux, de merveilleux, quoi. C'est un conte de Disney, c'est comme les gamins de 15 ans qui voient Messi, Ronaldo aujourd'hui. Donc j'ai vécu avec lui, j'ai rêvé avec lui, il m'a donné toutes mes émotions de football, les premières, donc c'était merveilleux. Qu'est-ce que tu peux dire sur la relation entre Cruyff et Platini ? Johan Cruyff est l'idole absolue de Michel Platini. Okay. Comme il le raconte, Michel Platini, lui, il a eu la chance, comme il habitait à Nancy, il pouvait voir via la RTF, Radio-Télé luxembourgeoise, les matchs de l'Ajax, parce que en fait, ils n'étaient pas retransmis dans toute la France. Et aujourd'hui encore, et vous pouvez retrouver la trace sur YouTube, la plupart des matchs de l'Ajax, notamment Ajax-Bayern 73, c'est une masterclass. Donc voilà. Et Michel Platini. Inter aussi, je crois. Oui, en finale de 72. Et ça a été une révélation. Parce qu'il était un peu jeune pour Pelé. Puis bon, les matchs étaient la nuit, c'est Coupe du Monde 110. Mais et ils sont devenus très amis. Fan de Cruyff. Donc il y a quelque chose un peu qui est très drôle avec cette génération française-là. Qui est très drôle et qui est très marquante avec cette génération française, c'est tout. Et Michel Hidalgo, il a continué ça. Même si Stéphane Kovacs n'a pas pu avoir des résultats probants un peu, les fondations qu'il a mis à cette génération, les fondations qu'il a mis à son passage a vraiment été marquant. Et je pense qu'il a énormément d'impact. Le truc, on sait même si son exécution n'avait pas été bonne parce qu'il n'avait pas assez de temps, mais Michel Hidalgo a repris ça. Et c'est comme ça que plus ou moins cette génération s'est formée. On a commencé avec, quand Hidalgo a repris le truc, à voir des Giresse en équipe de France, des Maxime Bossis, que je pense toujours que c'est l'un des plus beaux défenseurs de l'histoire du foot français, ce mec-là. Hyper technique. Grand joueur de Nantes. Et tout, le Nantes des années 70, là, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Le Nantes des années 70, sur le plan français en tout cas. Et c'est là où on a commencé à voir tous ces gars-là, Michel Platini, etc. Et le point d'orgue qui commence avec cette génération, c'est la Coupe du Monde 78, qui se joue un peu en Argentine, où l'équipe fait plus ou moins une Coupe du Monde encourageante, même si elle sort au premier tour. Les matchs qu'elles ont joués, je crois que c'était contre l'Italie et après contre l'Argentine, où je crois qu'elles perdent certains matchs un peu contre ces trucs-là, qui est juste un manque d'expérience un peu du haut niveau. C'est parce que les matchs qu'ils ont perdus, c'était un match un peu où il manquait d'expérience au haut niveau. Tu pouvais déjà avoir quelque chose d'encourageant avec cette génération. Puis il y a les années 80. Les années 80 qui entrent là. 1980, je sais qu'il rate l'Euro, mais l'un des matchs aussi phares pour moi de cette génération-là, c'est le match contre les Pays-Bas en éliminatoire 81. Là. C'est là où l'histoire commence. L'histoire commence à partir de 81 là aussi. C'est là où l'histoire, le groupe se forme et tout se forme là-bas. Avec ce match contre le Pays-Bas là, qui est absolument génial et tout, où l'équipe de France est complètement... ils doivent gagner, je crois qu'ils doivent gagner en route et tout pour se qualifier. Et il y a ce fabuleux coup franc de Michel Platini à partir de la 83e, la 84e minute, un peu, je crois, c'est un coup franc qui libère un peu la France et tout, et qui amène la France maintenant en Coupe du Monde. Là, la deuxième consécutive depuis après 78. Et l'équipe de France recommence à écrire une histoire. Elle n'est rien, et tout. Par rapport à ça, là, quand elle gagne même les Pays-Bas, même si les Pays-Bas commençaient un peu à baisser, c'était vraiment la France qui rencontrait les doubles finalistes mondiaux de 74 et 78 et tout, et qui arrive à la gagner. Je pense qu'il y a quelque chose de symbolique. C'est pour ça que souvent, même quand tu regardes les histoires, il y a des symboles un peu qui sont particuliers. C'est un Hollandais qui vient au milieu des années 70 changer un peu la trajectoire du football français.
le petit prodige du football français qui est Michel Platini, qui est fan de Cruyff, et le match charnière qui les permet de participer à la Coupe du Monde, la deuxième Coupe du Monde 82, la deuxième Coupe du Monde consécutive en 82 où il gagne les Pays-Bas. Il y avait quelque chose comme une sorte de passation de pouvoir un peu. Je sais pas, quelque chose un peu, quand tu regardes un peu avec l'histoire maintenant, qui était un peu une passation de pouvoir de cette équipe des Pays-Bas qui avait été enchantée un peu les années 70, même si elle n'a pas gagné plus ou moins une compétition internationale à cette période-là, mais elle a enchanté le monde à cette période-là. Et de voir que c'est la France qui va devenir cette équipe-là après, dans les années 80, et que le match France-Pays-Bas, c'était un peu comme une forme de passation de pouvoir, un peu de celle qui va être la belle équipe un peu des années 80. C'est un peu marrant un peu de revoir ça avec le recul, un peu de dire que mais souvent il y a un dieu qui écrit ces scénarios là pour voir un peu les trucs, et c'est ça qui me fascine un peu avec cette histoire là. Et c'est comme ça que cette génération va à la Coupe du Monde 82, une génération extraordinaire, hein. Surtout le milieu de terrain, Giresse, Tigana, Guinguili d'abord. On a oublié aussi là un peu l'oublié de l'histoire un peu, parce que avant le carré magique, c'était un peu ces quatre-là, Bruno Guinguili, Tigana, Giresse, et après Michel Platini. La France n'avait, je dis pas qu'ils n'avaient pas de grands attaquants, ils avaient des bons attaquants, des grands attaquants français, mais des bons attaquants internationaux qui n'avaient pas encore truc. Je peux parler d'Estopira, je peux parler de Didier Six, et quelqu'un aussi que je trouvais qu'il était très beau à voir jouer, mais qui, sur le plan international, il bloquait souvent Dominique Rocheteau. Il était un très beau joueur, mais son niveau s'arrêtait seulement sur le championnat français, même si, bon, il y a quelques épopées avec Saint-Etienne à l'époque qu'il avait fait là. Je pense que l'émergence des grands attaquants français vient à partir des années 90, quoi. Les années 90, c'est là où les grands attaquants français viennent, les plus grands attaquants de l'histoire du football français, c'est à partir des années 90, avec des gens qui sont formés, les gens de la Clairefontaine qui sont formés, qui viennent de l'Île-de-France, là. On parle de Thierry Henry, on parle de Nicolas Anelka, on parle de Louis Saha, on parle de beaucoup de ces joueurs. Maintenant, après, on peut encore citer les Kylian Mbappé, etc. Vous pouvez dire, et autres, tous les grands attaquants français, ça vient à partir des années 90. Vraiment, années 90, avec un style rapide, racé, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Quand tu vois les attaquants français et autres, tout c'est ce profil-là, et c'est toujours les gars qui viennent des îles guadeloupéennes, soit un peu d'Afrique, soit de trucs. C'est à partir de là que, dans les centres de formation en France, on a commencé à dire que les attaquants Clairefontaine, pour moi, formaient des attaquants plus que des milieux de terrain. Et dans les années 70 ou même dans les années 80 et autres, tous les attaquants n'avaient pas ce haut niveau-là. Les attaquants français n'avaient pas ce haut niveau-là. Même s'ils pouvaient être des très beaux joueurs, ils n'avaient pas ce haut niveau mental, physique, technique qu'on a vu après dans les années 80, la fin des années 90 avec l'autre génération un peu des joueurs, des attaquants français et autres et tout. Mais le fort, c'était le milieu de terrain. Il y avait aussi des beaux défenseurs. Hein. Je pense à Jean Gion qui était un grand défenseur aussi de l'époque. Je pense aussi à, comment il s'appelle là, Baptiston. Je pense à Manuel Amoros qui était un peu le jeune prodige un peu. Il avait 20 ans. Très très beau arrière droit. Je ne sais même pas si en France il y a eu un plus bel arrière droit que Manuel Amoros. Thuram, on peut pas même mettre qu'il était arrière droit, c'était un arrière central qui jouait, qu'on l'avait mis sur le côté droit, c'était pas vraiment un arrière droit. Moi, je ne vois pas dans le football français un meilleur arrière droit que Manuel Amoros. Jusqu'à aujourd'hui, je regarde encore et autres, et tout, même dans le football moderne, je ne vois pas lui. Vous allez me dire qui? Bakary Sagna? Non, c'est pas plus fort que Bakary Sagna n'aime même pas à l'angle Manuel Amoros. Qui? Ouais, jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas un gars arrière droit plus beau que Manuel Amoros. Angloma, non. Qui encore? Je cherche, hein, dans la tête, quand je regarde chaque gars que j'ai vu et autres et tout dans le football français, là. Même dans l'équipe Pavard, non. Pavard, c'était pas Manuel Amoros. On racontait pas la reprise de volée et autres. Il a une très belle carrière, Pavard, mais c'était pas Manuel. Intrinsèquement, c'est pas Manuel Amoros. Il n'avait absolument pas le même ballon.
Ah, ça m'est revenu, peut-être Sagnol. Peut-être Willy Sagnol. On peut me dire, après lui et Willy Sagnol. Est-ce qu'il me dit que Willy Sagnol est le meilleur arrière droit bon français, ça je peux l'accepter. Peut-être Willy Sagnol, oui. Pas du tout. Pas du tout. Et tout, donc voilà, un peu une très belle équipe. Gardien, Ettori. Ça va être Joël Baptiste aussi en 86. Très belle équipe. L'épopée de 82 qui est incroyable aussi, qui, s'il y avait eu les réseaux sociaux, aurait beaucoup de tristesse un peu, si on se souvient bien un peu de cette épopée-là. Puisque ça commence mal avec une défaite contre l'Angleterre. Et puis, on va pas oublier aussi cet état de fait qui a été horrible avec ce fait divers. J'imagine s'il y avait les réseaux sociaux à l'époque, puisque l'ami de Platini, là, comment il s'appelle là encore là? J'oublie son nom là. Jean-François Larios, le joueur de Saint-Étienne, qui était ami de Michel Platini à Saint-Étienne. Toto avait une relation avec la femme de Michel Platini. Il avait, je crois que l'histoire a éclaté en pleine Coupe du Monde. Et après, bon, Hidalgo, Michel Platini, c'est son meilleur joueur. Il fait un coup d'autre joueur de dire, bon, toi, tu as un peu foutu la merde un peu dans le truc, je te vire un peu de l'équipe nationale, il n'avait pas le choix. J'ose imaginer un peu ce que ça aurait été cette situation-là. S'il y avait les réseaux sociaux maintenant, le scandale de trucs, mais bon, vous savez, j'ai même fait tout un scandale, tout un sujet un peu sur les vestiaires et les galipettes, comment c'est un peu un truc qui arrive très souvent un peu dans les vestiaires de football, Kevin De Bruyne, avec Thibaut Courtois, Patrick Omoyela avec Klose, bref, des histoires sordides comme ça, un peu là, qui arrivent souvent en vestiaire. Et c'est quelque chose qui avait bien commencé, l'équipe a commencé à prendre son ampleur, commencé à avoir des trucs, jusqu'à on arrive à ce fabuleux match qui est pour moi l'un des plus beaux matchs de l'histoire de la Coupe du Monde, je pense, en termes de, même pas seulement en termes de jeu, mais en termes de dramaturgie. Je pense que ça m'étonne qu'encore on n'ait pas fait un film sur ce film-là. On n'ait pas fait un film sur ce match-là. Parce qu'il y a tout dans ce match-là. Moi, il y a un film, moi j'ai souvent imaginé un scénario, écrire un scénario sur le match-là. 82, Séville, le match de France-Allemagne. Parce que quand tu remets encore dans le contexte un peu de ce match-là, la France n'est rien quand elle affronte l'Allemagne, là. Elle n'est rien dans le football, là. L'Allemagne, c'est un mastodonte. Pas d'un pays qui a 3 Coupes du Monde, qui domine en club et autres et tout. Et la France n'a même pas encore de Ligue des Champions. La France n'a même pas encore de titre national. La France n'est rien. C'est zéro. Quand la France affronte l'Allemagne, là, c'est zéro. C'est-à-dire que la France n'est zéro dans le monde du foot. C'est pas comme maintenant, parce que les gens ne se mettent pas encore dans le contexte. Là, la France est zéro. C'est vraiment David qui va essayer d'affronter Goliath. Le truc qui se passe, c'est que le petit David arrive à presque terrasser Goliath parce que en fait c'est ça que quand j'ai vu le match après, à part la situation qui vont arriver dans ce match-là qui est génial, c'est tout la manière dont la France a dominé l'Allemagne. Elle dominait l'Allemagne sur tous les plans, techniquement et autres et tout. Et puis il arrive un peu cette situation qui va être le tournant du match, la sortie incroyable, la sortie complètement fou furieux de Schumacher sur Battiston, et il ne prend rien et tout, qui tourne un peu le film dans une certaine forme de dramaturgie. Puis tu as je pense que les gars de France se rappellent un peu le truc, la reprise de Marius Trésor qui marque un but, le 3e but de Alain Giresse sur une passe, je crois que c'est 6, je crois que c'est Stopera ou 6, je crois que c'est Didier Six qui fait une passe sur Alain Giresse, après qui fait la frappe et tout. Ça fait 3-1. Le petit Poussin va peut-être renverser l'Allemand. Et puis, un autre gars qui est le héros sordide encore de cette finale, cette demi-finale légendaire, Rummenigge qui est au banc, qui n'était pas truc et autres et tout, qui entre, qui donne un second souffle aux Allemands. Lidbaski qui avait déjà les mains dans les trucs, qui ne pouvait plus rien faire et autres et tout. Les gars commencent à jouer à 2 à l'heure et tout. Rummenigge qui apporte une réduction du score de 3-2. Après le 3-3 avec le fabuleux retourné de Fischer, si je ne me trompe pas. Fischer qui est un grand joueur allemand de l'équipe de Schalke. Je crois que c'est le meilleur buteur de l'histoire de Schalke.
si je me trompe pas, Fischer. Ah, si j'avais vu ça à une époque, quand j'avais essayé de connaître un peu l'histoire du gars, la Fischer, c'était un très grand joueur allemand, du championnat allemand. Il est buteur de Schalke. Je crois que le gars qui est juste derrière dans l'histoire de Schalke, qui est deuxième meilleur buteur de Schalke, c'est... Comment il s'appelle le boy là? Je crois que c'est Huntelaar, qui est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de Schalke derrière Fischer. Je pense Fischer un peu, Tito. Incroyable joueur. J'ai même vu, il y avait une émission, Tito, on lui demandait s'il est capable encore de faire un retourné. Là, il avait fait ça encore, là. Une émission de télé, là, etc. Et voilà comment cette équipe finit 3-3 au tir au but. On connaît le truc. Maxime Bossis, qui a fait un match extraordinaire. Extraordinaire. Le meilleur match de sa carrière. Un match fabuleux qu'il fait. Mais le mec finit à rater le tir au but final. Il rate son tir au but et c'est ça qui est un peu marquant un peu dans ce match-là, c'est qu'on oublie le match fabuleux qu'il a fait. L'image qui est restée, c'est lui accroupi après les tirs au but ratés. La France perd ce match, mais ce que la France a gagné malgré cette défaite-là, c'est la première fois que la France est entrée véritablement dans la carte du monde du football. À cause de grâce à ce match-là. Beaucoup plus que 58 ans. C'est ce match-là qui fait que l'équipe de France entre dans la carte du football mondial. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, Giresse, il dit que partout où je passe, ça a été mon passeport du monde. Hein. Platini, même le dit aussi, il dit, ça a été, à l'époque, je pensais que c'était le pire jour de ma vie. Et Platini, après, il disait, c'est le plus beau jour, l'un des plus beaux moments de ma vie, d'avoir joué ce match parce que les émotions qu'il a vécues, là, il ne les a jamais revues, pu les revivre après dans le reste de sa carrière. Je me rappelle un peu, il y avait un documentaire, là. Je sais plus c'était quel documentaire encore, là, quand il fêtait ses 50 ans, là. On disait quel est ton plus beau match, ton plus beau souvenir. Il montrait France 82. Ça a été leur carte de visite. Tu vas demander à chacun gars qui ont joué de cette génération-là, qu'est-ce que le match là les a apporté un peu en termes d'exposition et autres et tout. C'est partout dans le monde. Ouais, jusqu'à aujourd'hui, ils disent même encore qu'on les parle encore de ça. C'est à partir de là que la France a existé footballistiquement dans le monde, hein, ce match-là. C'est le début c'est là où on vous a commencé à prendre les Français au sérieux. Avant, vous ne prenez pas au sérieux. Pas du tout. Mais c'est à partir de là. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler de cette génération-là. Parce que les gens pensent toujours que non, ça a commencé avec 98. Non. Ça a commencé avec 82. Puis 2 ans plus tard, l'Euro que la France organise, 84, où Michel Platini enfin vient. Il vient avec sans blessure. Je pense que c'était la première compétition internationale qui venait sans avoir une blessure. Il est au pic de sa carrière déjà à cette époque-là. Il gagne tout sur son passage. Hein. Que ça soit avec la Juve, le truc, il gagnait tout, coupe des coupes. Même s'il a eu beaucoup de finales qu'il perdait avec la Juve. Mais à un moment donné, battu 83, là, il commence à tout gagner, tout ce qui passe et autres et tout. Il a gagné un ballon d'or encore. Mec, encore, il a gagné encore un ballon d'or en 83 et autres et tout. 84, il est alors extraordinaire. 84, mais le mec, je crois qu'il finit à 9 buts. Le terrain qui finit à 9 buts. Chaque match, il est incroyable. Je crois que le premier match, je pense c'est quoi la Belgique, non? Le premier match, je sais même plus. Le premier match, il gagne 1-0. Après, il y a le match, je sais plus si c'est contre la Serbie où il fait les 2 triplés, là. Pied droit, pied gauche, coup de tête, etc. Puis le match légendaire du Portugal aussi, où ils mènent 2-0, ils se font rattraper 2-2. Et Tigana fait cette accélération extraordinaire, un peu pour donner ce deuxième but, ce but à Platini, etc. La France gagne contre l'Espagne de la Quinta del Butre, l'Espagne de Butranego et du pauvre Arconada qui fait un peu sa connerie là. Il gagne la première compétition de trucs dans un style chatoyant avec un joueur qui, pour moi, reste toujours pour moi le plus beau. Pas forcément le plus grand, mais le plus beau joueur de football français, celui que je préfère dans son histoire. Et voilà, cette équipe-là est au firmament de son football. Et 86 n'est que la confirmation de ça. Hein. Quand on voit encore le parcours de l'équipe de France en 86,
jusqu'au match du fabuleux quart de finale contre le Brésil, qui est l'un des plus beaux matchs aussi de l'histoire de la Coupe du Monde en termes de jeu, parce qu'il n'y a presque pas eu de touche, très peu de touches. Le ballon allait truc, les techniques et autres et tout, il gagne au tir au but sur un but de Luis Fernandez, qui avait remplacé Guinguiné entre temps. On va rappeler un peu ça. L'équipe là, elle est fabuleuse, quoi. Elle est fabuleuse. Après 86, ça pouvait que descendre un peu, puisque après 88, 90, cette équipe-là n'est plus là, les joueurs ne sont plus là, les joueurs, les trucs un peu. Et après, il vient un peu cette traversée du désert un peu dans le football français, mais les années 80 ont été celles qui a apporté la première pierre à l'édifice vraiment du football français. La première compétition remportée internationalement, c'est cette génération qui l'a apporté, parce que oui, on l'a fait souvent. C'est là où j'aime pas souvent Deschamps. Il aime souvent nous expliquer que ouais, les Platini, c'était des losers qui ne gagnaient jamais. Et tout. Non, les Platini ont amené une Coupe d'Europe. La première compétition internationale du football français, c'est Michel Platini qui l'a apporté. Il faut rappeler ça aux gens. Il faut pas que les gars disent que non, il n'y avait rien eu avant. Non, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Enfin, la première carte, mais c'est celle qui a pour moi beaucoup plus marqué même le monde que 98 ou 2018. Hein. Moi, la France de Michel Platini a beaucoup plus marqué le monde que celle de 98 ou 2018. Et pour moi, je cesse de le répéter, je suis de la génération 98, quoi. Et pourquoi? Parce que l'équipe avait un jeu incroyable. Les matchs étaient très beaux. Les milieux de terrain technique, il y avait littéralement 4 numéros 10 sur le milieu de terrain. J'ai jamais vu ça. Hein. Cette équipe avait un football qui pouvait rappeler le football total d'un peu des années 70 hollandaises, dont l'influence est majeure et vient de là. 98, on a retenu Zidane. 2018 et 2022, on a retenu Mbappé. C'est ça qu'on a retenu. On n'a pas retenu l'équipe de France. Ça, c'est différent un peu. Et c'est pour ça que pour moi, cette équipe-là reste pour moi une équipe de feu. C'est pour ça que Platini reste pour moi un des plus beaux joueurs et un des plus beaux personnages de l'histoire du football français. Des années 80, c'est vraiment l'épicentre même du football français. C'est là où ils ont créé leur propre truc. Bref, le carré magique. Et je rêve d'un jour où le football français reviendra à un délire comme ça. Mais est-ce que le football moderne peut permettre... Vous avez revu le match, Alain? Oui. Jusqu'à 3. Marius. Je m'arrête à 3. Par contre, ouais. Je vais pas plus loin. À vous d'arrêter. À 3e, stop. Terminé. J'arrête tout. Marius, vous avez regardé le match Oui, je en l'ai entier? regardé. Oui, en entier. Dominique? Ouais, j'ai revu, mais j'aime pas le revoir. Michel? Jusqu'au 3e but de Marius. Après, on pouvait mourir. Hein. Si Marius marque un but, on peut mourir. Hein. C'est frustrant.